D'ailleurs, voici l'armée mexicaine. L'armée mexicaine, ce que j'appelle l'armée mexicaine, c'est en matière de diplomatie, par exemple. Qui va s'occuper de politique étrangère maintenant? Eh bien, vous avez M. Van Rompuy, nouveau président permanent du Conseil de l'Union européenne. Je dis nouveau parce que vous savez que c'est une innovation du traité de Lisbonne. On avait dit au moment de la Constitution européenne, il faut que l'Europe parle d'une seule voix. Comme si le problème de l'Europe était qu'il manquait une voix. C'est pas le problème. Si l'Europe est en permanence conflictuelle, c'est parce qu'elle se télescope des 27 intérêts nationaux divergents. Donc dire qu'il fallait qu'il y ait un bonhomme qui représente l'Europe, c'est se moquer du monde. Parce que si on donne un bonhomme qui devient président permanent du Conseil de l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que les chefs d'État et de gouvernement vont s'ingénier pour nommer à ce poste quelqu'un qui est un paltoquet, pour qu'il ne fasse d'ombre à personne. C'est ce qui se passe à l'Organisation des Nations Unies. À l'ONU, tous les États ont des intérêts nationaux tellement divergents qu'ils nomment comme secrétaire général de l'ONU quelqu'un qui s'envole au moindre souffle de vent. Vous avez vu M. Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général de l'ONU. On n'a jamais vu un secrétaire général de l'ONU aussi couleur du muraille et évanescent, alors que pourtant la concurrence était rude. Eh bien, c'est pareil. À l'Union européenne, on a nommé M. Van Rompuy, cet hurluberlu, qui d'ailleurs tout le monde s'en fiche d'ailleurs depuis qu'il a été nommé, mais il s'occupe de politique étrangère et il est le président du Conseil de l'Union européenne. Il est flanqué d'une ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui, paraît-il, devait donner plus de poids à l'Union européenne, qui est Madame Catherine Ashton, qui était une travailliste. Et puis, comme vous savez, l'Angleterre est une monarchie aristocratique. Et donc, comme elle avait bien manœuvré, elle a été anoblie par la reine d'Angleterre. Elle est devenue Lady Catherine Ashton of Upperland. Elle est baronne. C'est une baronne travailliste, comme je le dis souvent. À quand les duchesses marxistes-léninistes? Cette baronne travailliste, elle est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elle est de notoriété publique totalement incompétente, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est complètement alignée sur les intérêts américains et atlantistes. Et puis, il faut y ajouter M. Barroso, le président de la Commission européenne, qui s'occupe aussi d'affaires étrangères. Donc ce sont déjà 3 personnes qui s'occupent d'affaires étrangères au sein de la Commission européenne ou du Conseil. Mais il faut y ajouter d'autres personnes. Il faut y ajouter M. Juncker, le luxembourgeois, qui est le président de l'Eurogroupe, qui s'occupe des questions monétaires internationales et qui donc passe son temps à aller se rencontrer avec ses homologues. Il faut y ajouter cette curiosité, c'est qu'il y a un président non tournant de l'Europe. Il est nommé pour 2 ans et demi. Mais il y a un président tournant qui subsiste, qui est celui qui change tous les 6 mois, puisque tous les 6 mois, il y a un changement du pays qui fait la présidence du Conseil. Alors, au lieu de supprimer ce poste, puisqu'on avait créé un poste de 2 ans et demi, on l'a maintenu avec des prérogatives inférieures. Donc vous avez un président qui tourne tous les 6 mois et un président du Conseil qui tourne tous les 2 ans et demi. On dirait un petit peu, vous savez, le système solaire, et donc c'est pratiquement des calculs d'astrologie pour savoir les planètes à quels endroits elles en sont. Et puis n'oubliez pas qu'il faut y ajouter aussi les chefs d'État et les chefs de la diplomatie des autres pays. En France, par exemple, nous avons le président de la République française, M. Sarkozy, en ce 27 avril 2012, et M. Juppé, ministre des Affaires étrangères. Eh bien, figurez-vous qu'ils font de la politique étrangère. C'est d'ailleurs l'un des intérêts principaux de la fonction de président de la République, et c'est l'intérêt exclusif du rôle de ministre des Affaires étrangères. Donc, si on voulait que l'Europe parle d'une seule voix, il faudrait supprimer purement et simplement le poste de ministre français des Affaires étrangères. À quoi ça sert de le maintenir si on veut que l'Europe parle d'une seule voix? Si on le maintient, c'est bien parce que la France a des intérêts nationaux qu'elle ne peut pas ignorer. Et il n'y a pas que la France, puisque Mme Merkel, la chancelière allemande, fait de même avec le ministre allemand des Affaires étrangères. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Qui est
le ministre allemand des Affaires étrangères. Comment s'appelle-t-il? C'est quand même assez curieux. Nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, en 1935, si on leur disait qui est le ministre des Affaires étrangères d'allemand, ils le savaient. Il s'appelait M. Ribbentrop. Si on leur demandait qui était le ministre des Affaires étrangères anglais, ils le savaient aussi. C'était M. Chamberlain. Maintenant, on ne sait même plus. Alors on sait quel est le ministre des Affaires étrangères américain, Mme Hillary Clinton. Mais on ne sait même plus quel est le nom des ministres des Affaires étrangères, pour même pas dire le nom des chefs de gouvernement des États d'Europe. C'est très intéressant comme remarque. Ça veut dire que loin, la construction européenne est censée nous rendre plus proches, elle nous rend de plus en plus éloignés et indifférents les uns des autres. Le ministre des Affaires étrangères allemand s'appelle M. Guido Westerwelle. Il nous tire la langue sur cette photo. Il faut y ajouter le Premier ministre britannique et le ministre des Affaires étrangères britannique, qui s'appelle M. William Hague. Il faut y ajouter le Premier ministre espagnol. Monsieur... Il s'appelle comment d'ailleurs le Premier ministre espagnol? M. Rajoy et M. Garcia, qui est ministre des Affaires étrangères espagnol. Il faut y ajouter M. Mario Monti, le président du Conseil italien, et M. Terzi di Sant'Agata, qui est le ministre des Affaires étrangères italien. Il faut y ajouter aussi le président polonais, le Premier ministre polonais, M. Tusk. Il faut y rajouter le président Messier de Slovaquie, le président de Roumanie, M. Václav Klaus, de République tchèque, leur ministre des Affaires étrangères, etc., etc., etc. Bref. Si l'on additionne le nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de ministres des Affaires étrangères, de ministres des Affaires européennes, plus les dirigeants des institutions européennes, qui sont tous censés s'occuper des affaires étrangères et qui sont tous censés parler d'une seule voix, eh bien nous parvenons exactement à plus de 100 responsables gouvernementaux qui parlent 23 langues différentes et qui sont tous censés parler d'une seule voix. Voilà comment marche l'Union européenne, plus exactement comme elle ne marche pas. L'autoblocage est parfait. C'est celui qui a été réfléchi, médité dès la fin de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis d'Amérique et qui parvient à quelque chose d'absolument convaincant. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie, comme le disait George Bush à l'université de Varsovie le 15 juin 2001. En effet, ils ont de quoi rigoler. Il y a de quoi éclater de rire de voir les États-Unis qui nous forcent à intégrer de plus en plus d'États. Et plus on intègre d'États, et plus nous sommes ligotés dans un truc qui est ingérable. Et nous sommes en train de disparaître. Comme acteurs de l'histoire, d'ailleurs, jamais, depuis le Moyen-Âge, les pays d'Europe n'ont pesé aussi peu qu'actuellement.